Après une fête, ma petite amie a dit, je vais rester chez mon ex. Il prendra soin de moi. Le lendemain, ma surprise la laissa sans voix. Les dernières semaines avant tout ce qui s'est passé avaient été particulièrement tendues. Non pas pour une seule raison, mais à cause d'une accumulation de petites choses qui ont fini par prendre de l'ampleur. Tout a commencé après que Rita a assisté à une réunion d'anciens amis de l'université. Elle m'avait parlé de cette réunion bien à l'avance. Elle m'avait dit qu'il s'agissait d'une rencontre informelle, que plusieurs camarades voulaient se revoir après des années sans contact, rattraper le temps perdu et se remémorer le bon vieux temps. Cela ne m'a pas semblé étrange ni problématique. Je n'ai jamais été une personne jalouse ou possessive. J'ai toujours cru qu'une relation saine est fondée sur la confiance. La réunion a eu lieu un vendredi soir. Je n'ai pas pu l'accompagner car j'avais du travail tôt le lendemain. Elle y est allée seule. Ce soir-là, nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle m'a envoyé quelques messages disant que tout allait bien et qu'elle était contente de revoir des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Le problème a commencé le lendemain. Le samedi matin, pendant que nous déjeunions, Rita m'a mentionné avec le plus grand naturel qu'elle avait rencontré son ex-petite amie de l'université à la Réunion. Je savais qu'elle avait eu une longue relation avant de me rencontrer, mais elle ne parlait pas beaucoup de lui. Je connaissais son nom, je savais qu'ils avaient rompu des années auparavant et rien de plus. Je lui ai demandé comment s'était passée cette rencontre. Elle m'a dit qu'ils avaient parlé un moment, qu'ils s'étaient salués cordialement et qu'ils étaient en bons termes. Elle a utilisé exactement cette expression, en bons termes. Je n'ai pas élevé la voix ni fait de commentaires agressifs. Je lui ai simplement dit que cela ne me mettait pas à l'aise de savoir qu'elle avait passé du temps à parler avec son ex, non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que pour moi, certains liens devraient être maintenus à distance quand on est dans une relation stable. Rita a réagi d'une manière que je n'attendais pas. Elle m'a dit que j'étais toxique, qu'elle ne pouvait pas croire que quelque chose d'aussi normal me dérangeait, que le fait que quelqu'un ait été son partenaire dans le passé ne signifiait pas qu'il cessait d'être une personne. Selon elle, j'exagérais une situation complètement inoffensive. J'ai essayé de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas de contrôle, mais de limite. Je lui ai dit que, de mon point de vue, il n'était pas approprié de maintenir une relation étroite avec un ex, surtout quand il y a encore un passé émotionnel en jeu. Je ne lui demandais pas de le haïr ni de l'éviter si elle le croisait par hasard, juste de ne pas entretenir ce lien. Elle a insisté sur le fait que j'avais tort. Elle m'a expliqué que sa relation avec lui n'avait pas pris fin à cause d'infidélité, de disputes graves ou d'un manque d'amour. Selon ses mots, ils avaient rompu parce que leur vie avait pris des chemins différents. Ils travaillaient toute la journée et étudiaient en plus. Ils avaient à peine le temps de se voir. La distance et la fatigue les avaient usés. Rien de plus. Je ne l'aime plus, m'a-t-elle dit. C'est juste un ami. Cette phrase est restée résonner dans ma tête. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pesé mes mots. Je lui ai dit que je comprenais que les choses ne finissent pas toujours mal, mais que cela ne signifiait pas qu'il était sain de maintenir une amitié aussi étroite avec quelqu'un qui avait été un partenaire important. Je lui ai demandé comment elle se sentirait si je reprenais un contact fréquent avec une de mes ex-petites amies. Elle m'a répondu que cela ne lui importerait pas parce qu'elle avait confiance en moi. C'est là qu'a commencé une dynamique qui s'est répétée au cours des semaines suivantes. J'exprimais un inconfort, elle le minimisait. J'essayais de fixer une limite. Elle le transformait en une attaque contre sa liberté. Chaque conversation se terminait avec le sentiment que j'étais le problème. Les discussions sont devenues fréquentes. Ce n'étaient pas des cris ni des insultes, mais de longues conversations tendues, chargées de reproches implicites. J'ai commencé à sentir que je devais peser chaque mot pour ne pas être accusé d'être insécure ou contrôleur. Quelques semaines après cette réunion, Rita m'a annoncé qu'elle allait à une autre fête. Cette fois, ce n'était pas une simple rencontre dans un café, mais une célébration plus grande organisée par le même groupe de l'université. Il y aurait de la musique, de l'alcool et beaucoup de monde. Quand elle me l'a annoncé, j'ai ressenti un nœud à l'estomac. Non pas parce que c'était une fête, mais parce que je savais qui y serait. Je lui ai demandé directement si son ex irait aussi. Elle n'a pas nié. Elle m'a dit que oui, qu'il serait probablement là comme beaucoup d'autres. Son ton était calme, comme s'il n'y avait aucun problème. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise à l'idée qu'elle passe toute la nuit à une fête avec lui, surtout après les discussions que nous avions déjà eues. Ce n'était pas une accusation, c'était une préoccupation.
Elle a soupiré, visiblement agacée. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée de devoir se justifier, qu'elle n'allait pas arrêter de vivre des expériences juste pour apaiser mes insécurités. Elle a de nouveau utilisé ce mot, insécurité. J'ai essayé de garder mon calme. Je lui ai dit que je ne voulais rien lui interdire, que je n'en avais pas le droit, mais que j'avais besoin de me sentir respecté. Je lui ai expliqué que pour moi, ce n'était pas une situation anodine, que cela me créait de l'anxiété et de la méfiance, non pas envers elle en tant que personne, mais envers le contexte. La discussion a été longue. Nous avons repassé les mêmes points encore et encore. Elle défendait son droit d'y aller, je défendais mon droit de me sentir mal à l'aise. À aucun moment je ne lui ai demandé de ne pas y aller, mais je lui ai clairement dit que je ne voulais pas qu'elle ait de contact avec son ex au-delà d'un salut poli. Il y a eu un silence gênant. Finalement, Rita m'a regardé et m'a dit que j'exagérais, mais qu'elle ne voulait pas continuer à discuter. Elle m'a assuré qu'elle n'avait aucun intérêt à lui parler, qu'elle ne voyait pas pourquoi elle devrait le faire. Elle a dit qu'elle allait à la fête pour ses amis, pas pour lui. Puis elle a ajouté quelque chose qui, à ce moment-là, m'a rassuré. Elle m'a promis qu'elle ne parlerait pas à son ex pendant la fête. Elle a dit qu'elle respectait mes sentiments et qu'elle ne voulait pas créer plus de conflits entre nous. La nuit de la fête est arrivée plus vite que prévu. Rita s'est préparée avec soin, plus que d'habitude. Je ne l'ai pas mentionné, mais je l'ai remarqué. Elle portait une robe simple, un maquillage discret et les cheveux lâchés. Avant de sortir, elle m'a donné un baiser rapide et m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle irait bien et qu'elle m'écrirait. Je suis resté à la maison, travaillant sur des dossiers en attente du bureau. Ce n'était rien d'urgent, mais j'ai préféré avancer le travail pour me vider la tête. Avoir quelque chose sur quoi me concentrer m'aidait à ne pas trop penser à la fête. Comme elle l'avait promis, Rita m'a écrit dès son arrivée. Un court message, mais suffisant pour me faire savoir qu'elle allait bien. Elle m'a dit que plusieurs membres du groupe étaient déjà là, que l'ambiance était calme et que tout se passait normalement. J'ai répondu brièvement, en lui souhaitant de s'amuser. Au cours des heures suivantes, elle a continué à m'écrire toutes les heures environ. Ce n'était pas de longues conversations, c'était des messages simples. Tout va bien, on est toujours là, d'autres personnes sont arrivées. Parfois, elle envoyait un emoji ou une photo floue de l'endroit. Rien d'inhabituel. Le fait qu'elle maintienne un contact constant me rassurait, non pas parce que j'avais besoin de la surveiller, mais parce que je sentais qu'elle prenait en compte mes sentiments. Cela me faisait penser que, malgré les discussions, notre relation lui importait toujours. À 22 heures, elle continuait de m'écrire. À ce moment-là, ses messages étaient plus courts, moins élaborés. J'ai supposé que la musique était plus forte ou qu'elle parlait avec plusieurs personnes en même temps. Je n'y ai pas accordé trop d'importance. Je lui répondais quand je pouvais, entre documents et emails. À un moment donné, je lui ai demandé si tout allait toujours bien. Elle m'a répondu par un « oui » laconique, accompagné d'un « je t'écris plus tard ». Vers minuit, j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas écrit depuis un moment. J'ai regardé mon téléphone plusieurs fois, mais il n'y avait pas de nouveaux messages. Je me suis souvenu que nous avions convenu qu'elle rentrerait vers minuit 30. J'ai pensé qu'elle était probablement déjà en route ou qu'elle mettait un peu de temps à faire ses adieux. Je n'ai pas ressenti d'alarme à ce moment-là. Je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, qu'il était inutile d'imaginer des scénarios superflus. J'ai éteint l'ordinateur et me suis assis sur le canapé, attendant un message qui confirmerait son arrivée. Une demi-heure a passé, puis 1 heure. À 1 heure du matin, toujours aucune nouvelle. J'ai essayé de lui écrire un court message, quelque chose de neutre, lui demandant si tout allait bien. Pas de réponse. J'ai pensé que son téléphone s'était peut-être déchargé ou qu'elle était simplement occupée. À 2 heures du matin, j'ai commencé à ressentir une inquiétude difficile à ignorer. Ce n'était pas seulement l'heure, c'était le silence. Rita n'avait jamais disparu comme ça sans prévenir, surtout sachant que je l'attendais éveillée. Je l'ai appelée. L'appel est allé directement à la messagerie vocale. Je me suis rassis, essayant de garder mon calme. Je me suis répété que peu de temps s'était écoulé, qu'elle était peut-être dans un taxi, qu'elle était peut-être allée aux toilettes et n'avait pas vu son téléphone. Malgré tout, quelque chose ne me semblait pas normal. À 3 heures du matin, j'ai finalement reçu un message. Il disait, « Il est très tard. Les garçons et moi, on a trop bu. Il est trop tard pour rentrer à la maison.
Je vais rester chez mon ex dans son appartement. Il prendra soin de moi. J'ai lu le message plusieurs fois, comme si je n'étais pas sûr de l'avoir bien compris. J'ai ressenti un mélange d'incrédulité, de colère et un profond sentiment de trahison. Tout ce dont nous avions parlé les semaines précédentes m'a traversé l'esprit d'un coup. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour répondre. Mes mains tremblaient légèrement pendant que j'écrivais. « Dis-moi, où es-tu ? Je viens te chercher. Ne reste pas avec lui. » Ce n'était pas un ordre, c'était une demande directe, désespérée, née de l'angoisse du moment. Je ne pouvais pas comprendre comment nous en étions arrivés là. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Ne commence pas avec ça. C'est mon ami. Il me prêtera son lit et il dormira dans le salon. Ne sois pas insécure. J'ai senti un vide dans mon estomac. J'ai essayé de raisonner. Je lui ai écrit que ce n'était pas bien, que ce n'était pas une situation acceptable pour quelqu'un qui était en couple. Je lui ai dit que pour moi, passer la nuit chez son ex après une fête et avoir bu, franchissait une limite très claire. Je lui ai dit que pour moi, c'était une forme d'infidélité. La réponse a été immédiate et beaucoup plus dure. Je déteste tes accusations. Tu n'es personne pour me dire ce que je dois faire. C'est un homme bien. Tu sais que j'ai mal à la tête ? Au revoir. Je te vois demain. Ce fut le dernier message. Je suis resté à regarder l'écran pendant plusieurs minutes sans bouger. Le silence dans l'appartement était absolu. Je ressentais un bourdonnement dans les oreilles et une pression dans la poitrine difficile à décrire. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était la certitude que quelque chose s'était brisé de manière irréversible. Je ne lui ai pas réécrit, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'ai compris que tout message à ce moment-là serait inutile. Elle avait déjà pris une décision et elle ne semblait pas se soucier de la façon dont cela m'affectait. Je me suis couché, mais je n'ai pas pu dormir. Chaque phrase de l'échange se répétait dans ma tête. C'est mon ami. Ne sois pas insécure. Tu n'es personne pour me dire ce que je dois faire. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle reste chez son ex, c'était la façon dont elle a ignoré mes sentiments, la manière dont elle a transformé ma préoccupation en une attaque et comment elle a complètement ignoré les accords que nous avions faits. À cette heure, dans la chambre sombre et le téléphone sur la table de chevet, j'ai su que quelque chose était terminé. Je suis resté éveillé, acceptant une réalité que je n'avais pas voulu voir pendant des semaines. Rita est revenue à l'appartement vers 14 heures. Je n'étais pas là. Ce matin-là, je m'étais réveillé tôt, bien avant que l'alarme ne sonne. Je n'avais presque pas dormi, mais curieusement, je ne me sentais pas épuisé. Je me sentais vide, comme si quelque chose en moi avait déjà pris une décision sans avoir besoin de mots. Je me suis levé, j'ai pris une douche et je me suis habillé pour aller au travail. Avant de sortir, j'ai regardé l'appartement. Il n'y avait aucune trace d'elle. Le lit était intact du côté qu'elle utilisait habituellement. Je n'ai laissé aucune note. Je n'ai pas ressenti le besoin de le faire. Pendant le trajet vers le travail, j'ai pensé à beaucoup de choses, mais pas à des reproches ni à des discussions en suspens. J'ai pensé à la logistique, au délai, à ce qu'il fallait faire à partir de ce moment-là. En arrivant au bureau, j'ai demandé à parler à mon chef. Ce ne fut pas une conversation impulsive. Cela faisait déjà des semaines que je me sentais bloqué et ce qui s'était passé cette nuit-là n'a fait qu'accélérer quelque chose qui, au fond, était déjà en cours. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un changement de succursale. Mon chef a semblé surpris. Il m'a demandé s'il s'était passé quelque chose. Je lui ai expliqué de manière brève et professionnelle que j'avais besoin d'un changement d'environnement, que j'étais prêt à assumer de nouvelles responsabilités et que je savais qu'une nouvelle succursale ouvrait dans une ville proche. Il a consulté son ordinateur et a hoché lentement la tête. Il m'a dit qu'il y avait effectivement un poste vacant, mais que le processus prenait normalement du temps. Je lui ai répondu que j'étais prêt à partir quand ce serait nécessaire, même avec peu de préavis. Alors il m'a posé une question directe, quand pourriez-vous partir ? Je l'ai regardé sans hésiter. Demain même. Il a levé les sourcils, clairement surpris. Il m'a dit que ce n'était pas habituel, que les gens avaient normalement besoin de semaines pour s'organiser. Je lui ai expliqué que j'étais déjà prêt. Je ne suis pas entré dans les détails personnels. Après quelques secondes de silence, il m'a dit qu'il avait un ami au sein de l'entreprise qui avait récemment été transféré dans cette même ville et qu'il pouvait faciliter le processus.
Il lui a demandé quelques minutes pour passer des appels. Quand il est revenu, il m'a confirmé que le changement était possible, que je devais signer quelques documents le jour même et me présenter à la nouvelle succursale le lendemain. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau. Pendant le reste de la journée, j'ai fait mon travail comme n'importe quel autre jour. Je n'ai pas parlé plus que nécessaire, je n'ai pas demandé d'avis, je n'ai partagé mes motifs avec personne. Je suis rentré à l'appartement vers 17 heures. Je savais qu'elle serait déjà là. En entrant, je l'ai trouvée dans la cuisine, se préparant quelque chose à manger. Elle semblait fatiguée. Ses cheveux étaient attachés négligemment et elle portait des vêtements confortables, comme si elle avait passé la journée entière sans sortir. Elle s'est retournée en entendant la porte. Pendant un instant, elle a semblé soulagée de me voir. Elle a fait un pas vers moi et a commencé à parler immédiatement, comme si elle s'était entraînée pendant des heures. Elle a dit que nous devions parler, qu'elle voulait m'expliquer ce qui s'était passé, que rien ne s'était produit, que tout avait dégénéré et qu'elle ne pensait pas que je réagirais ainsi. Je n'ai pas répondu. J'ai posé les clés sur la table sans la regarder et j'ai marché directement vers la chambre. J'ai entendu comment elle continuait à parler derrière moi, se justifiant, répétant que j'exagérais les choses, qu'elle m'aimait et qu'elle ne me ferait jamais de mal. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti la première valise. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé de parler. Elle m'a demandé ce que je faisais, d'un ton mêlant confusion et peur. Je ne lui ai pas répondu. J'ai sorti une autre valise et je l'ai posée sur le lit. Elle est entrée dans la chambre en marchant lentement, comme si elle ne voulait pas croire ce qu'elle voyait. Elle m'a demandé si je blaguais, si je réagissais à chaud, si nous ne pouvions pas nous asseoir et parler comme des adultes. Je ne lui ai pas répondu. J'ai commencé à plier mes vêtements avec soin, les rangeant dans les valises. Je ne le faisais pas à la hâte, mais pas non plus avec hésitation. Chaque mouvement était précis, presque mécanique. Soudain, elle s'est agenouillée devant moi, m'a pris le bras avec force et a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, c'étaient des sanglots profonds, désespérés. Elle m'a demandé pardon encore et encore. Elle a dit que c'était une erreur, qu'elle n'avait pas pensé aux conséquences, qu'elle ne pouvait pas me perdre. Elle m'a dit en pleurant que rien ne s'était passé avec lui, qu'ils avaient juste dormi, qu'il était resté dans le salon, qu'il n'y avait rien eu de physique. Je n'ai pas réagi. J'ai continué à plier les vêtements, à fermer les fermetures éclairs, à vérifier les tiroirs. Mon silence semblait la désespérer plus que n'importe quel cri. Elle m'a demandé si je n'allais rien dire, si je n'allais pas l'écouter, si je n'allais pas défendre notre relation. Je n'ai pas répondu. Elle s'est levée d'un coup et a marché vers la porte de l'appartement. Elle s'est placée devant, me bloquant le passage. Quand j'ai essayé d'avancer avec l'une des valises, elle m'a entouré de ses bras, m'embrassant fortement, comme si elle pouvait m'arrêter ainsi. Elle m'a dit que je ne pouvais pas partir, que nous devions régler ça, qu'elle était confuse, que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Alors elle m'a posé une question d'une voix brisée, et le loyer ? Qui va payer le loyer ? Ce fut la première fois que je parlais depuis mon arrivée. Je l'ai regardée directement, sans élever la voix, sans colère visible. Ton ex prend soin de toi, n'est-ce pas ? Qu'il le paie. Ses bras se sont desserrés. Son expression a changé d'un coup. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de l'incrédulité, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je puisse dire quelque chose comme ça sans trembler. J'ai doucement écarté ses mains, j'ai ouvert la porte et j'ai pris les valises. Elle est restée immobile au milieu de l'appartement, pleurant en silence. Elle ne m'a pas suivi, elle n'a pas crié, elle n'a rien dit de plus. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Pendant que je descendais les escaliers, je n'ai ressenti ni triomphe ni satisfaction. Ni culpabilité non plus. J'ai senti que je fermais une étape qui n'avait plus rien à m'offrir. Je suis arrivé dans l'autre ville le soir même. Le déménagement fut rapide et sans cérémonie. Je n'ai ressenti aucune nostalgie pendant le trajet, seulement une sorte de déconnexion émotionnelle, comme si mon esprit avait décidé de se mettre en mode automatique pour éviter de trop penser à ce que je venais de laisser derrière moi. Je n'avais pas encore de logement propre. L'entreprise m'avait dit qu'il faudrait quelques jours pour que je m'installe définitivement. Heureusement, un de mes collègues de travail, qui avait été transféré dans la même succursale un mois auparavant, m'a proposé de m'héberger dans son appartement en attendant que je m'organise. J'ai accepté sans trop réfléchir. C'était un petit appartement, mais bien rangé.
Il m'a prêté le canapé et une couverture. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là. Il m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que oui, que j'avais juste besoin de dormir. Il n'a pas insisté. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que prévu. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais plusieurs messages sur mon téléphone. Ce n'était pas de Rita, mais d'amis en commun. Au début, je ne les ai pas ouverts. Je me suis préparé pour aller au travail, j'ai pris une douche et j'ai déjeuné calmement. Je savais au fond que ces messages n'apporteraient rien de bon. Pourtant, je ne pouvais pas les ignorer éternellement. Quand je les ai finalement lus, j'ai confirmé ce que j'imaginais. Certains me demandaient ce qui s'était passé, d'autres étaient plus directs. Ils m'accusaient d'avoir abandonné le foyer. Ils disaient que j'étais parti sans donner d'explication, que j'avais laissé Rita seule, que j'avais réagi de manière exagérée. Quelqu'un a même écrit que ce que j'avais fait était une forme de violence émotionnelle. Il y avait un groupe de discussion où nous étions tous, mes amis, ses amis et des amis en commun. Ce groupe était devenu un espace de jugement collectif. Je n'y avais rien écrit depuis la nuit précédente. Rita, si. Je n'ai pas lu tous ces messages en détail, mais le ton était clair. Elle se présentait comme quelqu'un de confus, de repentant, d'abandonné. Elle disait que j'étais parti sans l'écouter, que j'avais pris une décision drastique, que je l'avais laissée avec des responsabilités qu'elle ne pouvait pas assumer seule. Dans aucun message elle ne mentionnait avoir passé la nuit chez son ex. Dans aucun elle ne répétait les phrases qu'elle m'avait dites ce matin-là. L'histoire était incomplète, soigneusement éditée. Je n'ai pas ressenti de rage, j'ai ressenti de la fatigue. Pendant quelques minutes, j'ai pensé à ne rien faire, à quitter le groupe et à continuer ma vie, mais j'ai compris que si je ne disais rien, cette version serait la seule qui subsisterait. Je n'ai pas écrit un long texte, je n'ai pas discuté, je n'ai pas attaqué. J'ai pris des captures d'écran, seulement de la conversation entre elle et moi, exactement comme elle s'était déroulée, depuis le message où elle me disait qu'elle resterait chez son ex jusqu'au dernier, où elle me traitait d'insécure et me disait que je n'étais personne pour lui dire quoi faire. Je n'ai pas ajouté de commentaires, je n'ai pas expliqué le contexte, je n'ai pas ajouté d'interprétation. J'ai envoyé les captures au groupe, puis j'ai quitté le chat. Je n'ai bloqué personne, je n'ai pas coupé les notifications immédiatement, j'ai simplement fermé cette porte. Pendant les heures suivantes, j'ai travaillé. J'avais des choses à apprendre dans la nouvelle succursale, de nouvelles personnes à rencontrer, des processus différents. Je me suis concentré là-dessus. Dans l'après-midi, en rentrant à l'appartement de mon collègue, j'ai vu que j'avais un message de Rita. Il disait que je lui avais gâché la vie, que tout le monde la détestait maintenant, que personne ne la défendait, qu'on l'avait jugée sans la comprendre, que j'avais été cruel. J'ai lu le message une seule fois. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien inventé. Je n'avais pas exagéré, j'avais juste montré exactement ce qui s'était passé. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé, le téléphone à la main, pensant à tout ce qui s'était passé. J'ai pensé aux discussions, aux promesses, aux mots qui avaient été prononcés à la légère et qui ne peuvent ensuite être retirés. J'ai pensé à comment, pendant des semaines, on m'avait fait croire que mes limites étaient des insécurités, que mon inconfort était un défaut, que mon silence était de l'immaturité. Et j'ai compris quelque chose. Je n'ai pas perdu une relation cette nuit-là. J'ai perdu une illusion qui ne tenait plus debout. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le sentiment de commencer quelque chose de nouveau, non pas quelque chose d'excitant, non pas quelque chose d'idéal, mais quelque chose d'honnête. Une vie où je n'aurais pas à justifier de me sentir mal quand quelque chose dépassait mes limites. Je ne lui ai plus écrit, je n'ai plus expliqué ma version à personne d'autre.